Rappelez-vous ce que disait De Gaulle à Perfit. C'est dans le C'était De Gaulle, tome 2, page 217, dans l'édition de 1990. Vous savez que Alain Perfit a été le ministre de l'Information de Général de Gaulle. Il voyait Charles de Gaulle à peu près tous les jours, en tout cas, ou plusieurs fois par semaine en tête-à-tête. Et un jour, ça se passe en 1963, dans le bureau du président de la République, De Gaulle, en tête-à-tête, dit à Alain Perfit: vous savez ce que ça veut dire, la supranationalité? La domination des Américains. L'Europe supranationale, c'est l'Europe sous commandement américain. Les Allemands, les Italiens, les Belges, les Pays-Bas sont dominés par les Américains. Les Anglais aussi, mais d'une autre manière, parce qu'ils sont de la même famille. Alors, il n'y a que la France qui ne soit pas dominée. C'est l'Europe des six à l'époque. Pour la dominer aussi, on s'acharne à vouloir la faire entrer dans un machin supranational aux ordres de Washington. Quand on me dit que je suis un conspirationniste ou un complotiste parce que je dis que la construction européenne est aux ordres de Washington, je ne fais que redire ce que Charles de Gaulle, président de la République, fondateur de la France libre, l'un des plus grands héros de l'histoire de France, disait lui-même alors qu'il était aux commandes. Et il disait ensuite: De Gaulle ne veut pas de ça, alors on n'est pas content, et on le dit à longueur de journée, notamment dans les médias. Mai 68, c'est une déstabilisation comme une révolution orange par justement les radios périphériques. Europe 1 installé en Allemagne, RTL au Luxembourg, Radio Monte Carlo à Monaco et Sud Radio à Andorre, parce qu'à l'époque, il y avait un monopole sur les radios en France, et c'était donc toutes les radios périphériques qui avaient été installées avec des intérêts américains, qui appelaient aux manifestations. C'est ça, mai 68. Alors on n'est pas content et on dit à longueur de journée, on met la France en quarantaine, mais plus on veut le faire, et plus la France devient un centre d'attraction. En bon militaire et en parfait stratège, De Gaulle avait su décrypter dès 1962 la stratégie de domination conçue à Washington. Il avait compris que la construction dite européenne, je ne sais pas s'il le savait, mais elle avait été reprise à Walter Einstein et aux nazis, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, permettrait aux États-Unis de ligoter la France et de vassaliser le continent européen en lui imposant un système absurde auto-bloquant. On va me dire, c'est De Gaulle, c'est 1963. Oui, mais on a un autre témoignage. L'autre témoignage, qui date de beaucoup plus récemment, de 1997, 34 ans après, un tiers de siècle après. La France ne le sait pas, mais nous sommes en guerre avec l'Amérique. Oui, une guerre permanente, une guerre vitale, une guerre économique, une guerre sans mort apparemment. Oui, ils sont très durs, les Américains, ils sont voraces, ils veulent un pouvoir sans partage sur le monde. C'est une guerre inconnue, une guerre permanente, une sans mort apparemment, et pourtant une guerre à mort. Et ça, c'est pas Charles de Gaulle 63, c'est François Mitterrand 97, quelques semaines avant de mourir. Il n'avait plus rien à perdre. Il lâcha, comme une vraie bombe qui normalement aurait dû faire l'objet de quantité d'exégèse. Il y a eu un ou deux articles, puis vite on a glissé ça sous le tapis. Je suis le seul responsable politique en France qui passe son temps à parcourir la France pour dire: alors De Gaulle et Mitterrand, c'était quoi? C'était des nuls, c'était des nunuches, c'était des complotistes, des conspirationnistes. C'était quoi? Et c'est quoi cette guerre inconnue, cette guerre permanente qu'ils ont? À l'évidence, De Gaulle n'a pas parfaitement bien compris. Il a quand même compris que la construction européenne, c'est un machin aux ordres de Washington, mais il y a des trucs qu'il n'a pas encore parfaitement saisis, notamment sur la guerre des médias. On le verra bien avant 68. On le verra dès 65, puisqu'il ne fait pas campagne pour se faire réélire. Il est mis en ballottage parce qu'il n'a pas compris encore le pouvoir des médias. C'est un vieil homme, il est né en 1890. En 1965, quand il se présente pour la première fois de sa vie à une élection, il a quand même 44% des voix sans faire campagne au premier tour. Mais il espérait être élu à la majorité dès le premier tour. Il a failli démissionner. Il n'avait pas compris le pouvoir des médias qui allait devenir phénoménal. Quant à Mitterrand, il n'arrive pas à nommer cette guerre inconnue, cette guerre permanente, parce que c'est une guerre économique, effectivement. Mais ce qu'il ne dit pas, ce qu'il ne formule pas, c'est que c'est la guerre du troisième millénaire entre pays développés. C'est une guerre de l'intelligence. C'est pour ça que c'est une guerre inconnue. C'est pas une guerre avec des bombardements, il n'y a pas de bombardements. Hein. Les bombardements, c'est bon pour les périphéries des empires. C'est bon pour les Irakiens, les Afghans, les pauvres Soudanais, les pauvres Libyens, les pauvres Syriens. Mais entre les pays développés, c'est pas comme ça que ça se passe.
entre les pays développés, c'est une guerre de l'intelligence, c'est une guerre du cerveau, c'est une guerre... On s'attaque au logiciel. L'objectif, c'est que les Français, dans leur tête, deviennent des Américains. C'est-à-dire que tout doit être américain. La bouffe, les t-shirts, la musique, les films, les séries américaines, tout doit devenir américain. Les Grecs doivent devenir des Allemands et des Américains. C'est pareil. Tout doit y passer. Et après ça, mais qu'est-ce qui vous reste ? Pourquoi le peuple français aujourd'hui est-il dans cet état d'apathie ? Pourquoi les Grecs aussi, d'ailleurs ? Pourquoi les Grecs sont-ils dans cet état d'apathie ? Et les Français aussi. Pourquoi je m'échine depuis 8 ans à essayer de réveiller mes concitoyens ? Parce que nous sommes l'objet aussi d'une stratégie constante de lavage de cerveau, d'occupation du temps de cerveau disponible, comme disait Patrick Lelay sur TF1. Les gens sont constamment occupés par des quantités de trucs qui occupent leur vie quotidienne. Ils s'endettent constamment, il faut qu'ils payent leur retraite. Quand ils reprennent leur boîte courriel, ils sont assaillis de milliers de courriels constamment. Alors pour avoir un week-end à Marrakech bon marché, parce qu'il y a des soldes chez Armani, parce que il faut offrir, ça va être la fête des mères, la fête des grands-mères, la fête des enfants, parce que vous avez également un site de rencontre qui vient de se créer, vous allez trouver là... C'est ça la vie d'aujourd'hui. En plus, la précarisation de l'emploi, etc. Donc les gens sont en permanence sur le qui-vive. Il n'y a plus de réflexion de long terme. La prétendue construction européenne vise en fait à rayer l'influence de la France. Pas seulement l'influence aussi, mais à terme la langue française, la littérature française, la vision française de l'univers, notre civilisation. Hein. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pour ça que c'est une guerre à mort. Une guerre sans mort apparemment, et pourtant une guerre à mort, c'est bien ce qu'a dit Mitterrand. Hein. Il s'agit de rayer la France de deux façons. Par l'absorption dans un ensemble plus vaste qui la neutralise. L'exemple le plus significatif, de plus en plus d'Européistes demandent que la France cède son siège de membre permanent au Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies au profit d'un siège mixte franco-allemand ou au profit de l'Union européenne. Les Américains ne veulent plus voir la France, comme ça a été encore le cas en 2003, s'opposer à la guerre en Irak. Vous vous rappelez le fameux discours de Dominique de Villepin. C'est la dernière fois, ça fait 12 ans maintenant, la dernière fois que la France a été la France. C'est lorsqu'en 2003, Dominique de Villepin, avec l'accord de Chirac, s'est opposé aux États-Unis au Conseil de sécurité pour ne pas faire la guerre à l'Irak. Malheureusement, après, Villepin a soutenu la Constitution européenne parce qu'il fait carrière comme tout le monde. Mais la dernière fois que la France a porté la voix qui doit être la sienne, c'est-à-dire la voix de l'indépendance des peuples et des nations, la lutte contre tous les empires, ce qui d'ailleurs avait valu que dans les jours qui avaient suivi, il y avait des files d'attente dans le monde entier de gens qui voulaient apprendre la langue française à New Delhi, à Mexico, à Tokyo, Pékin, Sydney, Le Caire, partout. Il y avait des files d'attente de gens qui voulaient réapprendre le français devant les alliances françaises. Le logiciel France peut redémarrer demain. Moi, je suis allé en Crimée, je peux vous assurer. Demain, on porte à la tête de la France un nouveau gouvernement, un nouveau président qui renoue avec la tradition française. Aussitôt, c'est sûr que les États-Unis ne seront pas d'accord. Ça, c'est sûr qu'ils ne seront pas... Mais nous aurons aussitôt le soutien des Russes, des Chinois, des Indiens, des BRICS, de l'Afrique du Sud, etc., de toute l'Afrique francophone, qui dira enfin le grand retour de la France, qui est tant attendu, c'est ça, le grand enjeu d'aujourd'hui. C'est ça que veulent nous retirer les Américains, qui veulent nous retirer le siège de membre permanent, qui est encore l'un des restes de notre grande puissance. Et puis le deuxième élément, c'est grignoté par le haut, par fusion dans l'Union européenne, et grignoté par le bas, avec, sous couvert de réformes territoriales et de coopération transfrontalière. Par exemple, les groupements européens de coopération transfrontalière. On essaie de développer constamment des liens factices avec des régions avec lesquelles nous ne sommes pas concernés. Par exemple, ici, PACA avec Rhône-Alpes, mais avec le Val d'Aoste, avec le Piémont, avec la Ligurie. On essaie de développer tout ce qui peut être transfrontalier pour faire sauter mentalement le cadre de l'État-nation. C'est ça l'objectif. Le truc à abattre, c'est République française. C'est Royaume d'Espagne. C'est Royaume-Uni d'Angleterre et d'Irlande du Nord.
C'est ça qu'il faut abattre. Parce qu'après, après, ça permettra d'impérialiser en rond. Vous voyez toutes ces coopérations qui sont à cheval sur les frontières. J'en profite d'ailleurs au passage pour signaler que voici la carte d'un mouvement politique qui s'appelle Europe Écologie Les Verts. Quand j'ai fait cette carte, il y avait encore un membre du gouvernement, Madame Duflot, qui était membre de ELV. Elle était membre du gouvernement. Et voilà ce que disait, à ce moment-là, où elle était membre du gouvernement de la République française. Chez ELV, il y avait les moyens de redresser la France. Regardez ces porteurs de... Ce sont des gens qui sont les fossoyeurs de la France qui se présentent comme voulant être leurs sauveurs. Décentralisation, libérer l'énergie des territoires. ELV prétend redresser la France en libérant l'énergie... Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire, libérer l'énergie des territoires. Ça fait partie de ces mots valises qui ne veulent rien dire. Ce sont des slogans. Et c'est quoi libérer l'énergie des territoires? Eh bien, c'est avoir une collectivité Alsace unique. Tiens, comme par hasard, supprimer les départements. Supprimer les départements en Savoie. Également ici, ce département n'existe plus. Si vous étiez là, vous verriez qu'il y a marqué Catalogne. Si vous voyez ici le département des Pyrénées-Atlantiques dans cette carte qui figure sur le site de ELV, membre de la coalition gouvernementale, avec ministre au gouvernement, vous avez le département des Pyrénées-Orientales qui est coupé en deux avec le Béarn qui reste français et l'autre c'est Pays Basque. C'est-à-dire déjà le démembrement de la République prévu par un ministre du gouvernement, j'insiste. Bon, Mme Duflot n'était pas un poids considérable dans la coalition gouvernementale, mais quand même. Vous voyez d'ailleurs que la Bretagne, on rattache la Loire-Atlantique à la Bretagne. Conformément à ce que souhaite ça, c'est un pas. Puis il y en aura un autre, puis un autre, et puis un autre. L'UDB et les écolos proposent une collectivité territoriale unique en Bretagne. Ça sera l'autre pas. On rattache les départements des Pieds de la Loire-Atlantique. Pour l'instant, ça ne s'est toujours pas fait. Mais un jour viendra, si on continue comme ça, le président dira « Oh, ben c'est pas grave. Rien n'est jamais grave pour les gens qui font carrière. Oh, ben c'est pas grave, on va remettre la Loire-Atlantique. » Et puis 3 ans après, une collectivité territoriale dit « Oh, ben c'est pas grave. » Et on supprime les départements. Et puis après ça, la langue bretonne qui sera imposée dans les écoles à égalité avec la langue française. Oh, ben c'est pas grave. C'est la charte des langues régionales. Et puis après, comme on est arrivé en Catalogne, c'est la langue française qui est interdite, parce qu'en Catalogne, on est en train d'interdire la langue espagnole en Catalogne. C'est pas grave, mais si ça commence à devenir grave. Le 14 septembre 2014, le secrétaire d'État américain John Kerry fait une balade à vélo dans la forêt de Saint-Germain-en-Laye avec un maillot aux couleurs de la Bretagne. Le drapeau de Morvan-Marshall, avec 2 indépendantistes notoires. Du temps de Charles de Gaulle, cette photo aurait valu convocation au Quai d'Orsay de l'ambassadeur des États-Unis et expulsion immédiate. Rappel de l'ambassadeur de France à Washington, demande d'éclaircissement auprès du gouvernement américain. Est-ce qu'on imagine ce qui se passerait si, par exemple, M. Laurent Fabius arborait un drapeau du Texas indépendant? Est-ce qu'on imagine? C'est de ça que la France est en train de crever. C'est qu'elle est représentée par des gens qui ne défendent plus l'intérêt national, qui ne défendent plus l'intérêt du peuple français. Ce sont des gens qui sont devenus des larves, des carpettes de l'impérialisme américain. De Gaulle, d'ailleurs, ne cessait de le dire aux Français, redressez-vous. Comment, d'ailleurs, peut-on avoir de l'autorité? Parce que le problème, notamment, beaucoup de gens dans leur vie quotidienne sont parfois un peu loin de ces préoccupations. Les gens se disent, c'est la montée de l'insécurité, de la violence. Mais comment peut-on avoir une société où les gens respectent les lois, respectent les règles, lorsque, au sommet de l'État, les gens ne sont pas respectables? Lorsqu'ils ne défendent pas l'autorité, l'intérêt du peuple français. C'est un beau mot, l'autorité. D'ailleurs, De Gaulle ne cessait, après la 4ème République, de vouloir rétablir l'autorité de l'État. Ce n'est pas de l'autoritarisme. Rétablir l'autorité de l'État, c'est un beau mot. Autorité, ça vient du latin auctoritas. Auctoritas, c'est le mot qui a donné auctor, c'est-à-dire l'auteur. L'étymologie est toujours extrêmement éclairante. Avoir de l'autorité, c'est être l'auteur de ses propres décisions. Lorsque De Gaulle prenait ses décisions, ce n'était pas Washington qui prenait les décisions.
Il rétablissait l'autorité de l'État. La France, tout au long des années 60, je ne veux pas en faire un paradis terrestre, c'est pas vrai. Mais tout au long des années 60, la France n'a pas arrêté de regagner le terrain perdu sous la 4e République. Il était devenu désormais un des phares, et même l'un des principaux pays du monde en matière de diplomatie. Mais regardez, toutes les courbes étaient à la même... regardez la production industrielle qui ne cessait d'augmenter. On frisait à de nombreuses reprises le plein emploi. Regardez la modernisation agricole, parce que c'est tout un ensemble. Hein. Cet ensemble-là que l'on constate, c'est actuellement ce qu'est en train de faire. Je ne suis pas là pour faire de sa publicité, il a des défauts, bien entendu. Mais ce qu'est en train de faire Vladimir Poutine en Russie. Moi, je suis allé en Union soviétique en sortant de l'ENA en 85. J'y suis retourné il y a 4 ans à Saint-Pétersbourg. Et là, je suis allé à Moscou et en Crimée en 2015. Je peux vous dire que ce n'est pas le même pays. Je peux vous dire qu'actuellement, la Russie est en plein redressement politique, économique, industriel, agricole, diplomatique, militaire et moral. Et moral. Quand je suis allé en Union soviétique en 85, je peux vous dire que c'était la fin. C'était horrible. C'était un pays sous une chape de plomb et en pleine dégringolade. Ça se sentait physiquement. Et quand on revenait en France, on se disait, est-ce qu'on est quand même heureux d'être français? Et bien là, je suis désolé, mais je vais vous dire que quand je suis allé en Russie, c'est pratiquement le sentiment inverse que j'ai eu. Et que je suis revenu en France, je me suis dit, je me demande si je préférerais pas être russe. C'est comme ça, hein, la vie des peuples et des nations. Alors à qui l'absorption et le démembrement de la France profite-t-il? Qui servent au fond tous les Français qui se moquent de la grandeur de la France? Moi, je parle de la nécessité de la grandeur de la France. Il faut redonner à la France sa grandeur, son rayonnement. Pourquoi? Parce que vous avez des gens, les Cohn-Bendit, qui d'ailleurs veut qu'on donne notre siège de Conseil de sécurité à l'Allemagne. Madame Duflot, tous ces gens, vous les connaissez bien, qui se disent « Ah, la grandeur de la France, elle est bien bonne, quelle idée de réac !» Mais le problème, c'est que rappelez-vous ce qui s'est passé en février 2003, le débat sur la guerre en Irak, lorsque le secrétaire d'État a agité la fiole prétendument avec le bacille du charbon. Si c'était vrai, s'il avait fait tomber cette fiole, il y aurait eu 4 millions de morts dans un rayon de 2 km. Je ne sais pas ce qu'était ce petit liquide blanc, d'ailleurs on se demande d'où il sortait. Il y en a qu'un qui s'était opposé, c'était Dominique de Villepin. Dominique de Villepin s'y était opposé, je l'ai dit tout à l'heure. Ceux qui se moquent de la grandeur de la France, ils veulent plus qu'il y ait ça. C'est ça la réalité. Hein? La réalité, c'est que la position des États membres de l'Union européenne sur le déclenchement de la guerre en Irak, il n'y avait que la France qui était contre, à l'intérieur de l'Union européenne. Il y avait la Belgique et l'Allemagne qui étaient neutres. L'Allemagne étant d'ailleurs avec une position extrêmement hypocrite, prétendument neutre, mais donnant aux Américains le plan de ce que la presse occidentale appelait les palais de Saddam Hussein. C'est pas les palais de Saddam Hussein, c'est les préfectures des régions. C'est comme si on disait, là, la préfecture, c'est le palais de François Hollande. Toute la rhétorique des médias, c'est comme quand j'étais en Russie, j'ai entendu un officiel russe qui parlait de la France en disant le régime de François Hollande. Ça m'a fait sursauter, mais je me suis dit, finalement, c'est ce qu'on dit nous. On ne parle pas de la Syrie, on dit le régime de Bachar el-Assad, le régime de Vladimir Poutine. Donc eux, ils disent dans le régime de François Hollande. Ça fait du bien, hein, d'un seul coup, de comprendre un petit peu les manipulations. Oui, et puis donc tout le reste, j'ai oublié de le préciser, tout le reste, 88%, tous les autres pays étaient complètement alignés sur les États-Unis. En 2003, la France a empêché les États-Unis d'Amérique d'avoir le feu vert de l'ONU pour mener une guerre néocoloniale en Irak. Cette opposition française n'a certes pas suffi à empêcher les Américains d'intervenir militairement. Mais cette guerre est illégale au regard du droit international puisque le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies a été violé, puisqu'il ne peut y avoir de guerre qu'à la condition que ce soit autorisé par le chapitre 7. Du coup, en 2030, la France a sauvé le droit international et a préservé un peu de la confiance en l'ONU de 80% des pays du monde, je vous l'ai dit. C'était le moment où il y a eu des files d'attente à travers le monde entier auprès des alliances françaises. Si la France n'avait pas eu son siège de membre permanent au Conseil de sécurité en février 2003, si ce siège avait été donné à l'Union européenne, les États-Unis d'Amérique auraient obtenu le feu vert du Conseil de sécurité pour aller faire la guerre en Irak. Vous avez tout compris sur l'objectif. Ceux qui se moquent de la grandeur de la France,
Ne vous laissez jamais intimider par ceux qui se moquent de la grandeur de la France. Parce que ceux qui se moquent de la grandeur de la France, ils ne se moquent jamais du nationalisme guerrier des États-Unis. Ils se moquent jamais de la grandeur des États-Unis. Ils sont pour. Ceux qui se moquent, quand je parle de la mission universelle de la France, la mission universelle de la France, c'est pas un propos de ringard, c'était ce que disaient nos aïeux du Conseil national de la résistance, où il y avait toutes les familles politiques françaises, et d'abord et avant tout des familles de gauche, Parti communiste français, né de la résistance, les socialistes, des chrétiens sociaux, les gaullistes, des patrons et des ouvriers, puisque le programme du CNR, c'était justement l'union des patrons et des ouvriers, c'est pas un programme marxiste. Et il y avait aussi même l'extrême droite de la cagoule. De Gaulle avait beaucoup tenu à ce qu'il y ait même des gens, parce que c'était une extrême droite maurassienne qui était anti-allemande. Alors il était minuscule. Mais nous, donc ce sont nos aïeux de toutes ces familles politiques qui parlaient de la mission universelle de la France. Hein, des milliers de Français résistants sont morts pour la mission universelle de la France. Ceux qui se moquent de ça, ils crachent au visage des milliers de Français résistants qui sont morts pour ces idéaux. Mais en plus, ils veulent donner tout pouvoir à l'empire euro-atlantiste dirigé de Washington pour dominer l'univers avec les exactions épouvantables qui vous sont cachées et qui endeuillent constamment tous les pays du Moyen-Orient notamment. Eh bien, on arrive à la conclusion. L'objectif final des redécoupages territoriaux en France, vous avez compris que l'objectif, c'est de démanteler notre pays. Le premier objectif, c'est de morceler les États-nations qui peuvent s'opposer à l'empire euro-atlantiste. Voilà les États-Unis, et voilà ce que donnerait la Corse, le Pays basque, la Bretagne et l'Alsace indépendantes. C'est ça. Il n'y a plus de France. Plus de France pour membre au Conseil de sécurité de l'ONU. Vous avez ces trucs-là avec quelques centaines de milliers d'habitants. C'est quoi? Ils ont été pulvérisés. C'est ça, hein. C'est ça qui se cache derrière la charte européenne des langues régionales et minoritaires. C'est ça qui se cache derrière l'idée de donner toujours plus de pouvoir aux régions. C'est ça qui se cache derrière les projets français. Mais pourquoi on va... Pourquoi, en fait? Pourquoi faut-il supprimer les départements et donner de plus en plus de pouvoir aux régions et les faire grandir? Premièrement, c'est morceler les États-nations pouvant s'opposer à l'empire euro-atlantiste. Deuxièmement, c'est avoir des régions de l'Union européenne de la même taille que les États des États-Unis d'Amérique. C'est pour ça qu'il faut les faire grossir. Parce qu'elles sont encore trop petites. Parce que l'objectif, c'est d'avoir la même granulométrie, c'est-à-dire les mêmes tailles que les États-Unis d'Amérique. Bourgogne-Franche-Comté, en ajoutant la Bourgogne et la Franche-Comté, on fait 47 784 km². C'est un peu plus grand que le Maryland. 42 133 km². Avec l'Alsace-Lorraine-Champagne-Ardenne, cette espèce de région XXL, ça fait 57 433 km². C'est à peu près la taille de la Virginie occidentale, 62 755 km². Avec l'Auvergne-Rhône-Alpes, 69 711 km², c'est la taille de la Virginie occidentale, c'est même un peu plus. Avec Aquitaine, Poitou, Charente, Limousin, 84 059 km², c'est la taille de la Caroline du Sud. L'objectif, c'est la même granulométrie. On va vers la fusion. Et puis, le troisième objectif, c'est faire disparaître les départements, regrouper les communes pour avoir des unités territoriales de type métropole, qui siphonneront d'ailleurs la richesse au détriment du reste, dans chaque région-État ayant la même taille que les comtés américains. C'est pour ça qu'on vous dit que les communes sont trop petites. Mais pourquoi elles sont trop petites? Les Français sont très contents avec un maire avec 350 habitants. Ça fait justement notre identité nationale, ça fait justement le plaisir de vivre ensemble, des petites unités agréables, les gens ils apprécient. On veut nous fourguer les comtés américains. Ça, c'est le découpage administratif de l'État américain du Montana. Ça, c'est le découpage administratif de la région Brace, devenue indépendante dans le cadre des États-Unis d'Europe, selon les indépendantistes bretons. C'est exactement les mêmes tailles que les comtés américains. Parce qu'il n'y a pas de petites communes aux États-Unis d'Amérique. Ainsi donc, l'objectif final est de parvenir à un empire euro-atlantiste, dirigé depuis Washington, fondé sur un marché commun euro-atlantiste, le TAFTA, que l'on est en train de nous imposer sans que la grande majorité des Français n'en ait conscience.
Alors ici, les gens qui viennent m'écouter, sans doute beaucoup d'entre vous avaient déjà entendu parler, c'est pas l'objet de cette conférence. Mais vous savez, si vous avez vu ma conférence Qui gouverne la France, que pour les États-Unis, qui domine le commerce international, le commerce extérieur, c'est celui qui dirige l'ensemble. Troisièmement, faisant la publicité de la théorie du choc des civilisations comme justification théorique. Quatrièmement, ayant l'OTAN comme armée commune. Cinquièmement, nous entraînant vers la guerre contre le monde russe et le monde musulman. C'est exactement ce qui est en train de se produire. L'OTAN et l'Empire, ce que Samuel Huntington, dans son livre Le choc des civilisations, appelle le monde judéo-chrétien, est en train de nous entraîner constamment vers la guerre avec le monde arabo-musulman et avec le monde russo-orthodoxe.